Coucou les gros bidous, dans cette vidéo, je vais vous parler des tarots oracles qui animent mon début de printemps et puis aussi des lectures, des sorties et peut-être d'autres choses. J'avoue que je suis super souvent frustrée des vidéos en mode léger parce que j'ai envie d'aborder des questions de fond et que ça m'ennuie parce que ces vidéos-là elles sont pas très regardées et que voilà, je suis un peu dégoûtée. Et en même temps, aujourd'hui, c'est typiquement en ce premier jour du printemps, une journée où j'ai envie d'une vidéo en mode léger. Donc c'est parfait, je me remets de mes multiples abcès et autres problèmes dentaires pendant toute la première partie de l'année. Et enfin, on m'a enlevé une dent de sagesse avec laquelle j'ai des problèmes depuis quasi 3 ans et un kyste qui allait avec. Et donc, je suis quand même assez optimiste, même si la cicatrisation va être longue avec mon CED. C'est symbolique le fait que j'arrive avec une vidéo plus légère. Peut-être que mon énergie en ce début de printemps va être plus légère aussi. Alors maintenant, j'avoue, j'ai cette carte sous les yeux. C'est le 8 de coupe dans le Tarot Cards for Modern Goddesses, le tarot des déesses modernes. Avec ce dernier croissant de lune. Et c'est vrai que pour moi, ok, l'énergie du début du printemps, elle s'étend déjà depuis quand même quelques jours. Elle va continuer à vivre, à s'étaler, même si la météo là est vraiment pourrie. Surtout que, en fait, la durée de l'ensoleillement dans la journée, elle avait déjà dépassé la durée de la nuit depuis, je sais pas moi, 5-6 jours et je commençais vraiment à bien le sentir. Mais sauf que là, c'est la nouvelle lune techniquement cet après-midi, donc moi je suis vraiment encore en mode moon sombre. En mode lune sombre, et du coup c'est mon mood est quand même encore très introspectif, assez lent, très voilà, cocooning, en tout cas pour aujourd'hui, et je suis assez contente de vous retrouver quand même dans ce moment-là. Il n'y a pas si longtemps finalement que j'ai publié la vidéo de mon bilan de l'hiver, et par rapport à d'autres moments où je fais une vidéo genre alors c'est le printemps, je pense que je vais utiliser tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, là j'ai vraiment aucune idée. Donc je pense que cette vidéo ça va plus être qu'est-ce qui a émergé dans ma pratique, dans mes envies, dans les tarots, bouquins et tout ça qui m'ont attirée ces dernières semaines. Là je vais peut-être commencer par les bouquins. Et j'ai ressorti un bouquin de Rachel Pollack, dont la plupart des livres ont été traduits en français d'ailleurs, mais c'est le seul que j'ai, parce que c'est une personne qui est déjà assez âgée, et dont la compagne nous a fait part récemment du fait que cette fois-ci c'était vraiment la fin, la toute fin de sa vie, donc on sait qu'elle va nous quitter sous peu. Et c'était l'occasion pour moi, ça m'a donné envie de me replonger dans ce bouquin où il y a beaucoup de choses qui ne me parlent pas, mais bon, il faut quand même reconnaître le travail pionnier qu'elle a accompli. La première édition de ce livre, c'est en 1980, et ça m'a aussi donné envie de voir ce qu'elle avait pu rajouter par la suite, notamment sur certains aspects très binaires et tout, qui me parlent moins, et aussi ce qu'elle aurait pu ajouter en tant que femme trans au cours de son travail sur le tarot. Donc je pense que j'ai envie d'aller faire les bouquineries, je vais aller à pêle-mêle là dans les prochains jours. Et donc du coup, dans le truc, je me suis dit ok, je ressors d'autres de mes bouquins sur le tarot avec lesquels j'ai envie d'aller plus en profondeur. C'est beaucoup de choses où je vais piocher, donc je lis des chapitres, je vais lire sur certaines cartes, mais je lis quasiment jamais des livres de A à Z d'un coup, parce que j'ai mots. Et donc voilà, je suis retournée dans certains des livres. J'ai eu envie en particulier d'aller plus profondément dans les symboliques des arcanes majeures. Je pense que c'est quelque chose qui me manque. J'ai l'impression que c'est l'occasion pour moi de replonger là-dedans, de faire, de voir un peu les différentes approches des plus mystiques ou des plus occultistes, aux plus terre à terre, peut-être pas au plus psychologique, parce que ça, je pense qu'on a déjà foison d'interprétation dans ce sens-là. Modern Tarot de Michel T. C'est un bouquin plutôt queer et moderne, donc, contemporain, queer et tout, sur l'approche du tarot, mais je me rends compte que j'accroche pas trop à celui-là. Alors pour les mineurs, j'ai relu quelques-uns des articles, pas relus, parce que pareil, je pioche en fonction de où on est. Vous voyez, j'ai mis les washi selon les signes astro qui sont associés à chacune des cartes. Donc on commence ici avec 2, 3, 4 de bélier, pour, non, avec bélier pour le 2, 3, 4 de bâton. Puis ici on a taureau et c'est le 5, 6, 7 de pentacle. Et puis 8, 9, 10 de
paix pour les Gémeaux, puis on arrive avec les premières cartes du Cancer et tout ça. Donc je vais piocher au gré des saisons et ce qui m'intéresse. Donc ça, c'est vraiment une référence pour moi. Et du coup, comme j'avais cette envie d'étudier davantage aussi la symbolique dans les majeurs, j'ai ressorti le beau bouquin Taschen sur le tarot. C'est quand même l'occasion de se plonger dans certaines iconographies, tout ça qu'on n'a pas trop l'occasion de voir ailleurs, surtout le travail artistique de certains artistes autour des arcanes. Bon, j'aime pas le terme arcane ni le terme lame, mais des cartes. Donc par exemple ici, on connaît très bien le travail de Frida Harris avec le tarot de Thoth, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément publiés en tant que tarot. Et voilà, c'est intéressant. Les textes me parlent moyennement. J'ai voulu le prendre en français parce que je pensais que c'était intéressant pour Rose aussi d'avoir accès à ce qui était écrit dessus, mais moi je ne suis pas très convaincue. Mais voilà, en tout cas pour les images, c'est chouette. Et puis voilà. Et donc je vais piocher, mais j'ai envie d'avoir mes bouquins à côté, la curiosité est un petit peu là. Il y a cette envie de replonger dans l'étude du tarot, de ces choses qui sont très pour moi début de saison, de Bélier, mais aussi peut-être que c'est la fin de mars en Gémeaux qui fait que je suis en train de chercher encore à accumuler, à diffuser les infos et à compiler et tout ça dans une espèce de chose où ça devient un peu le côté ça s'empile, genre un peu too much. Je tire pas mal le 10 d'épée en ce moment et ça va, je suis pas terriblement anxieuse ni rien, donc c'est pas ça que ça relève, mais j'ai l'impression que pas mal cette carte du soleil en Gémeaux, elle me parle aussi de information, c'est le dernier des camps de Gémeaux, là où est Mars pour l'instant. J'ai dû vous dire en début d'année que j'avais l'intention de lire plus cette année, que je m'étais rendu compte qu'en 2022, mais aussi parce que j'étais submergée, qu'il y avait beaucoup trop de choses qui se sont déroulées, mais j'ai peu lu, et que c'était vraiment une envie que j'avais pour 2023, pas en mode résolution, mais juste en mode je sentais qu'il était temps pour moi de découvrir de nouvelles choses et tout ça aussi. Du coup, je reprends les lectures. Dans une de mes dernières vidéos, probablement celle de bilan de l'hiver, je vous parlais des lectures de ce moment-là. Depuis, j'ai commencé en livre audio, du coup, j'ai pas l'image là. Un truc qui me surprend, que j'aime vraiment beaucoup, en fait c'était encore une de ces nuits où j'avais un abcès dentaire, un autre abcès, ici du coup à ma dent de sagesse, qu'on m'a enlevé depuis, ouf, mais donc c'était une bonne semaine, j'étais vraiment pas bien, c'est bon, les nuits blanches, de quand on est obligé d'être dans le canapé, un peu relevé, d'essayer de somnoler, mais bon voilà, bon moi j'écoute des livres audio dans ces moments-là, et sur un coup de tête j'ai pris Mémoire of a Witch Initiated, c'est le titre principal, donc Initié, les mémoires d'une sorcière de Amanda Garcia Yates. Je vous le donne le titre en français aussi, puisque ça a été traduit. Juste parce que je crois que j'écoutais à ce moment-là pas mal de son podcast, Between the Worlds, où elle analyse avec des invités chacune des cartes du tarot, carte par carte, ce qui m'inspire aussi par rapport à ce que je fais, et je la mentionne quand les épisodes m'ont inspiré par rapport à mes séries à moi aussi, donc vous connaissez peut-être déjà aussi. Je ne suis pas plus consciente que ça du reste de son travail avant, puis je me suis abonnée à sa newsletter sur Substack, je trouvais que c'était super riche et tout ça. Et voilà, à force d'entendre la mention comme ça de ses mémoires, je me suis dit allons-y, mais je n'avais pas conscience du fait que ça allait être quelque chose d'aussi prenant. Vous savez, je ne lis pas de fiction, ou très peu. C'est vrai que les mémoires, du coup, c'est quand même un format que j'aime beaucoup parce que ça permet d'être ce qui est le plus proche d'une fiction traditionnelle, parce qu'en même temps, bon, il y a ce côté aussi parfois non linéaire et inventé, ou voilà, enfin, il y a toute la marge qu'on se donne aussi dans des mémoires, en tout cas dans des mémoires de sorcières comme celle-là, que j'aime bien. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas lu de mémoire, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je suis à fond dedans, quoi. C'est vraiment pas mal. Alors, je me suis dit, avant de commencer cette vidéo, il ne faut pas compter sur moi pour essayer de faire des recensions de bouquins ou donner des avis enfin, en tout cas, pas faire un résumé, ça ne fonctionne pas. Je n'ai clairement pas une vision d'ensemble. J'ai vraiment un esprit de synthèse très mauvais. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est quand même une de ces sorcières et cartomanciennes emblématiques de la côte ouest des États-Unis. Elle nous refait tout son parcours. Et moi, c'était mon premier carré officiel de Capricorne, qui est dans les derniers, de Pluton, qui est dans les derniers degrés de Capricorne, et mon Pluton est dans les derniers degrés de Balance. Mais donc, c'était le premier moment ici, il y a quelques jours, où ce carré était exact, puis ce point va être à chaque fois retouché par Pluton, je crois encore 4 fois jusqu'en 2024. Et
Et donc j'étais quand même assez fort dans des questions plutôt liées au trauma, aux violences, et pas forcément dans quelque chose à ce stade qui était extrêmement difficile, mais plutôt dans quelque chose à ce stade de ma vie, hein. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, j'étais dans la dissociation pendant beaucoup d'années, et c'était très difficile. Mais plutôt libératoire de pouvoir aller creuser, intégrer certaines parties de moi, je pense. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce qui me concerne, de ce qui concerne aussi mes pratiques qui sont peut-être plus de l'ordre de la magie quand même, en certains niveaux, puis l'écriture automatique et tout ça, mais j'étais justement là-dedans, et du coup il y a quelque chose de très très trash dans ces mémoires, parce que cette personne a, comme des tonnes de meufs malheureusement dans notre monde, un parcours assez difficile, et en même temps la présence de la magie. C'est une personne qui a grandi dans une famille de sorcières. Sa mère était une sorcière de la tradition Reclaim de la côte ouest, donc très inspirée par Starhawk, qu'on connaît assez bien dans le champ francophone parce qu'elle a été beaucoup traduite, notamment aux éditions Cambourakis, et donc dans la collection Sorcières. Et je sais pas, c'est vraiment très intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'on fait de ces héritages-là, de ces transmissions, comment on se positionne. Puis c'est aussi intéressant parce que c'est un mouvement qui travaille avec la déesse, hein, comme la déesse, comme un tout, et comme différentes déesses, ce seraient des manifestations d'un même principe de la déesse, qui est quelque chose auquel moi j'adhère pas particulièrement, du tout. mais du coup, j'aime quand même bien pouvoir me plonger dans l'approche qu'ont d'autres personnes par rapport à ça. C'était en fait à la fois très violent comme lecture, est très libérateur, et je suis contente que ce soit traduit en français. Encore une fois, je ne peux pas vous dire ce que vaut la traduction, et on a vu la dernière fois que je vous ai parlé d'un truc que j'écoutais en audiobook en anglais, que rien que la traduction du titre était pitoyable. Mais là, c'est pas sur une maison d'édition aussi mauvaise que Larousse, donc il y a peut-être des meilleurs potentiels. Donc je le recommande vraiment fortement, même si j'ai pas la possibilité de dire d'autres choses en termes de résumé du bouquin, ni rien, que wow, ça m'a vraiment touchée, ça m'a rencontrée à un moment où j'étais dans ces énergies très profondes de mon carré de Pluton, et en même temps elle parle aussi beaucoup de ces passages dans les profondeurs, dans The Underworld, le monde d'en bas, les souterrains et tout ça, qui est une métaphore pour des moments difficiles qu'on utilise encore pas mal, aussi pas mal inspiré de l'analyse jungienne et tout ça, mais pas que. Et c'est vraiment quelque chose, moi, en tout cas, qui me parle beaucoup comme vision, comme façon de comprendre ce qu'on traverse, et aussi parce que visuellement, souvent, quand je traverse des choses, il y a des choses qui me traversent dans l'écriture. Enfin, bon, c'est quelque chose qui correspond pas mal aussi à ma pratique, même si je ne suis pas sorcière et que je n'ai pas une pratique de sorcière d'une façon très formelle et régulière, etc. Mais par rapport à certaines de mes pratiques, ça résonne, tout en n'étant pas du tout une sorcière, contrairement à elle, qui est une sorcière aguerrie, quoi. Enfin, c'était vraiment... c'est une belle lecture. Le livre audio fait 12 heures, il me reste 2 heures, donc il me reste quand même pas grand chose. Je peux dire avec certitude que c'est formidable. Et en fait, je suis tellement dedans quand je l'écoute que là, c'est un peu en mode, il me reste que 2 heures. Je vais attendre un peu parce qu'en 2 chapitres, c'est vraiment vite passé, et je veux pas le finir trop vite parce qu'il est vraiment bien. Et donc, j'avais envie de dire à ce propos que j'ai découvert en fait via un podcast que j'aime bien qui s'appelle Spirit. Je sais plus le titre, mais je mettrai en bas. J'ai découvert un autre podcast parce qu'il y avait un entretien croisé. Peut-être j'en parlais déjà dans une précédente vidéo, je ne suis pas certaine. Peut-être dans une de mes vidéos sur le 8 de bâton, un truc comme ça. Bref, j'ai découvert un podcast sur Artwitch, mais je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Moi, la personne qui fait ça est tip top, c'est vraiment nickel, c'est passionnant ce truc. Et il y avait un entretien d'Amanda Garcia Yates, Amanda Yates Garcia. Et je crois que c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me dire non, il faut vraiment que j'écoute ce bouquin, parce que j'étais vraiment interpellée et prise, passionnée par son entretien. Et donc voilà, je mettrai aussi le lien de ce podcast-là. Alors vous savez, je préfère de loin lire, écouter en anglais, parce que c'est quelque chose qui moi me détend. Le français ne me détend pas, c'est une langue qui me fatigue. D'ailleurs, je me fatigue moi-même quand je monte mes vidéos, sachez-le. Et donc l'anglais, c'est ma langue de détente. Et donc voilà, désolée, j'ai pas énormément de références à donner en français. La dernière référence de bouquin que j'ai commencé il y a une petite semaine, moins d'une semaine.
Là, j'ai moins à en dire parce que je suis à la page 100 et quelques sur 300 et quelques, donc à peu près un tiers du bouquin. Ça s'appelle Écologie déviante, voyage en terre queer. Et c'est aussi dans la collection Sorcière aux éditions Cambourakis, que vous savez, j'aime beaucoup. Parce que je suis souvent remontée sur tout ce qui est vraiment les maisons d'édition dites ésotériques dans le champ francophone. Hein. Ça fait des années que je n'en peux plus de ce truc. Et bon, il y a des nouvelles choses qui émergent et je trouve ça très chouette. Alors là, on est sur une maison d'édition plus classique, avec une collection plutôt politique, qui avait vocation initialement plutôt, je pense, à traduire des textes anglais en anglais, mais plutôt états-uniens, sur ces questions de sorcières, de reclaim, d'écoféminisme, comme Starhawk, ou bien les textes ont été traduits par Émilie H, ou après on est passé dans les traductions de poèmes féministes de la deuxième vague, plutôt par des personnes racisées aussi. Bon, il y a Bellux, finalement, c'était aussi dans la collection Sorcière, c'est peut-être pas en Sorcière qu'elle a été traduite. Il faudrait que j'aille voir, mais je vais pas me lever pour aller voir ça. Et donc, parce que du coup, c'est une seule collection de Cambourakis, et il y a d'autres choses là-bas, mais moi, je lis particulièrement dans la collection Sorcière, je découvre beaucoup de choses qui m'intéressent beaucoup, et donc maintenant, on a aussi beaucoup d'auteurs francophones, d'auteuristes francophones qui sont publiés directement dans cette collection. Eh ben, ça me plaît. C'est très très chouette. J'adore le terme de déviante. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui est beaucoup plus fort que queer, qui est quand même très large, qui a l'avantage d'être une invitation souvent et d'être... pour une fois, je vais utiliser le terme inclusif parce que je pense que c'est quelque chose qui convient bien au terme queer, mais j'aime bien déviant parce que c'est beaucoup plus frontal, et aussi c'est une façon de faire scission, et puis c'est une façon de se réapproprier l'insulte, en quelque sorte, qui est très intéressant, comme l'utilisation dont l'auteur fait preuve ici dans ce bouquin de transpéder Gwyn. Hein. Vous savez certainement que moi j'aime beaucoup les termes comme Gwyn ou comme... Dans une certaine mesure, lesbienne est devenue la même chose parce qu'à cause du male gaze et du porno lesbien, malheureusement, le terme lesbien devient même banni sur les réseaux sociaux, dans les recherches Google et tout ça à cause du patriarcat. Et, et donc même lesbienne est un terme que j'utilise beaucoup pour me définir, mais tout comme queen et tout comme queer. Mais voilà, j'aime bien le terme déviante. C'est très enfin, il y a beaucoup de références qui sont anglophones dans ce bouquin, beaucoup, parce que c'est une passion de l'auteur. Mais c'est aussi très français, ce qui me permet à moi, en tant que Belge, qui ne suis pas très intéressée par la politique française, qui regarde ça très très loin, de me rendre compte aussi, particulièrement à ce stade, hein, je suis au tiers du bouquin, dans les mouvements écologistes français, de tout ce qu'il y a d'homophobie, quoi. Et de nous réifier dans notre catégorie de on serait contre nature, avec toutes ces affiliations avec les conservateurs, la manif pour tous et tout ça qu'il y a dans beaucoup de mouvements écolos. Ben, moi, je connaissais un peu les grosses figures super homophobes, la famille blabla, comme Pierre Rabhi et compagnie, mais bon, le bouquin en parle même pas, c'est tellement un lieu commun, quoi. Mais voilà, enfin, jusqu'ici, moi, j'apprends beaucoup, je trouve ça super intéressant et assez différent des trucs que je lis habituellement sur ces sujets-là. Donc, belle découverte et sympa que ce soit disponible en poche. Ça reste un certain prix, je le vois pas noté. Ah, 12,50. Mais c'est quand même plus accessible en poche. Heureusement que je fais pas une chaîne de recension de bouquins, parce que c'est vraiment pas un domaine dans lequel j'excelle. On va passer au tarot. Youhou! Alors, vous avez peut-être vu dans les premières images que j'ai prises là pour l'introduction de la vidéo qu'il n'y a pas beaucoup de tarot sur ma desserte par rapport à ce que ça peut être à certains moments. Parce que j'ai refait une sélection sur ma desserte, je fais ça assez régulièrement, limite même toutes les semaines. Mais là, je sais pas, il y a vraiment quelques trucs qui me parlent avec lesquels j'ai plus envie de travailler pour l'instant. Et donc c'est assez limité malgré tout. Là, je vais tous vous les montrer, je crois. Ce sera ça le plus simple. Alors le premier, c'est le Hollow Valley Tarot. C'est devenu un de ces tarots que j'utilise vraiment tout le temps, qui fait partie de mes classiques. Et donc je ne vais pas en reparler parce que du coup j'en parle beaucoup. Je vous renvoie vers ma review si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai toujours besoin qu'il soit près de moi sur ma desserte. Je pense pas que j'aurais imaginé ça. Ouais, non, mais c'était bon comme français. quand je l'ai eu là, il y a un peu plus d'1 an. Mais en fait, complètement indispensable pour moi.
Alors, je continue dans l'ordre. Non, non, parce que je vais faire les oracles après, parce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus. J'ai gardé le Gentle Tarot ici, parce que je l'ai utilisé quelques fois ces dernières semaines. Mais en vrai, parce que je m'étais dit, si vous vous souvenez, dans ma collection d'hiver, j'ai pioché, j'ai pas vraiment une collection de tarot d'hiver, j'ai juste... j'ai fait du ménage dans ma collection de tarot, et ceux que j'ai gardés, que j'ai décidé de garder, je les ai plus investis, j'ai investi davantage de tarot. Donc le Gentle, que j'estime être un tarot d'été pour moi dans ma pratique, est quand même venu faire quelques apparitions dans mes tirages. Mais en vrai, je me rends compte qu'il ne me répond pas tip-top comme j'aurais envie qu'il me réponde pour l'instant. Peut-être au cours du printemps, ça va venir. Certainement avec la saison du taureau, parce que pour moi, il a des énergies très terriennes et aussi quand même assez aquatiques. Et je pense pas que ça va correspondre à la saison du bélier qu'on commence maintenant. Mais voilà, il reste là pour l'instant parce que je me dis, on sait jamais. Mais non, en vrai, ça n'a pas été complètement le timing pour lui. C'est rigolo, hein, parce qu'au final, il y a des tarots qui restent vraiment coincés dans des saisons pour moi, et d'autres où je tâtonne, et ça dépend des années, tout ça. Alors, la version mini et la version grande du Wild Unknown, le tarot des mondes sauvages et je sais pas quoi, encore un titre un peu bizarre en français. Bon, inconnu et sauvage, Wild Unknown. Ah, ça va, parce que wild, sauvage, unknown, inconnu. C'est le sauvage inconnu, ça n'aurait pas été comme traduction. Donc il fallait rajouter des mots, parce qu'en français on aime faire ça. Ah, le tarot avec lequel j'ai appris le tarot il y a 7 ans, qui est arrivé dans ma collection il y a quasiment 7 ans jour pour jour aujourd'hui, dans les 20 du mois de mars 2016. C'est rigolo, hein, c'est pas du tout un tarot que je sors tout le temps, mais dans les moments où je le sors, il y a vraiment quelque chose d'absolument magique qui se déroule avec lui, de par l'histoire qu'on a eue, et il se situe complètement ailleurs pour moi dans ma collection. C'est un ailleurs. Et je dirais pas qu'il est central, il est juste indispensable. Parce que je pourrais pas le caler quelque part dans ma collection avec d'autres tarots. Il a vraiment une fonction unique. Ce que j'aime quand même vraiment bien avec lui, c'est ce côté d'être assez original au niveau des représentations, assez chargé dans le fait qu'il est dessiné à l'aquarelle et avec beaucoup de traits qui se croisent et tout ça. Et puis en même temps assez simple, hein, comme là, voilà, roi de coupe, on a quoi? Un signe, des traits et une coupe et une pointe de couleur. On a un petit peu plus de couleur sur certaines cartes, donc j'aime déjà beaucoup ce côté-là. Et voilà, il y a vraiment des moments, surtout que de plus en plus dans ma collection, je travaille avec des tarots qui sont très richement illustrés, très proches du Rider-Waite-Smith et tout ça. Mais il y a vraiment des moments où j'ai besoin de retourner à mes essentiels, à des tarots avec peu de détails, mais qui, pour moi, suscitent des visions intuitives, pas des visions, mais des inspirations intuitives très très fortes. Vous savez peut-être que je l'avais aussi acheté en version poche. Parce que, voilà, les versions poche, c'est mon truc. Et pour un tarot qui est aussi important pour moi, il fallait que je puisse le transporter. Maintenant, en fait, c'est tellement léger. C'est pas une mauvaise qualité de carte du tout, mais elles sont tellement petites, toutes petites et légères. En fait, j'ai une vidéo sur ma collection de mini tarots. Alors, entre-temps, j'en ai d'autres, mais je mettrai les liens aussi de cette vidéo-là. Que voilà, en fait, il n'est pas si facile parce qu'il est épais tout en étant petit, donc avec mes problèmes de proprioception et mon syndrome des lèvres dans l'os, mon hyperlaxité, c'est pas si évident. Regardez, hein. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais hop. Il est quasiment, comment vous montrer ça, quasiment aussi épais que le grand. Et du coup, bah, le grand est pas trop grand. Pour moi, c'est vraiment une bonne une bonne taille de carte. Surtout que la qualité des versions indépendantes, c'est formidable, jamais égalé. Et donc voilà, j'ai le petit, je le sors pour quand je fais des grands tirages, quand je veux sortir avec mon tarot et tout ça. Mais en fait, elles sont trop légères et petites tout en étant épaisses pour être vraiment efficaces en extérieur. Donc au final, cet achat, c'est plutôt un, comment on appelle ça, un peu un novelty, un truc un peu genre fantasy comme ça, hein, que quelque chose qui est très terriblement fonctionnel.
Je vous dis ça, mais après on va parler de l'édition Pocket, d'un autre, des jeux de Kim Krans, donc je vous garde en haleine avec ça pour l'instant. La grande découverte tarot de ces derniers temps, peut-être j'en parlais déjà un peu dans ma vidéo bilan d'hiver, mais quand même, j'ai plus de choses à en dire maintenant, c'est le Rainbow Tarot. Encore une fois, vous avez ma review sur le sujet dont je vais faire le lien. Pas assez de lumière pour le côté holographique, mais alors je suis quand même vraiment très très fan de ces bords. Donc c'est mon amie Lydie qui m'avait offert ce tarot au début de l'été, l'année passée. Et je le trouvais vraiment magnifique, mais je n'avais pas encore trouvé une place, une utilisation précise. Il fallait allumer la lumière. Si vous aviez suivi mon vlogmas, cet hiver, je l'avais pressenti dans mes jeux d'hiver parce que je m'étais dit, il faut que je rajoute plus de couleurs. Ça me fait du bien en hiver, ce genre de tarot. Et puis, vous avez certainement vu aussi que j'étais en mode, ouais, mais en même temps, il ressemble trop au Rider-Waite-Smith et au Marseille pour les majeurs. Je sais pas comment travailler avec lui, je me sens pas très créative, pas très intuitive avec lui, et donc autant j'ai envie de le mettre en avant, mais oui, mais non. Et en fait, là, c'est total jeu de printemps. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose dans vraiment... C'est bizarre parce que je vais personnifier le tarot pour vous en parler, mais vraiment quelque chose où à force de relationner, à force de le sortir, à force de me balader avec lui, ce qui est quand même une partie très importante de ma relation au tarot, donc forcément c'était, et j'en reparlerai dans les questions-réponses, il y a encore des vidéos à tourner, c'est quand même des choses qui m'aident beaucoup à me connecter au tarot. Avec le retour du printemps, je peux davantage sortir avec mes tarots que je ne l'ai fait cet hiver, ce qui était quand même vraiment déprimant. Là, je suis en manque de sortie tarot, je pense, enfin balade avec le tarot. On reparlera peut-être des balades dans la suite de la vidéo. Et donc bref, autant je le trouvais très très beau, autant j'avais encore des problèmes pour me connecter avec lui, mais il y a eu un déclic. Et c'est vraiment, à ce stade, je pourrais presque dire que c'est un de mes tarots préférés, quoi. Que peut-être même je le mettrais dans mon top 5. C'est quand même assez inattendu, je le croyais pas. Enfin, j'adore les couleurs, j'adore l'univers de l'artiste, j'adore les représentations sur ce tarot et tout ça, même si ça manque un peu de représentativité, de la grosseur et du handicap. En même temps, aucun décor est terriblement normé, il y a du poil, il y a de la courritude et tout. Mais ce serait vraiment compliqué à expliquer, et aussi parce que bah, c'est très personnel, les moments où ce tarot s'est montré vraiment dans une synchronicité et aussi un échange et tout avec moi, mais ça a décoincé. Alors il y a encore quelques cartes avec lesquelles je me sens un peu moins à l'aise, où j'aurais préféré avoir autre chose. Il y a aussi quelque chose, si vous connaissez le créatrice, donc Sonia Laszlo, il y a quelque chose de vraiment chouette dans son travail, c'est qu'elle partage beaucoup ses tenues sur les réseaux et qu'il y a beaucoup d'intentionnalité dans comment cette personne s'habille. Et elle a publié pas mal ces dernières semaines des vidéos où elle canalisait, je ne sais pas si c'est le terme qu'elle utiliserait, mais l'esprit de certaines cartes en tenue. Comme vous savez peut-être, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire aussi, pour différentes raisons. Parfois quelque chose avec vraiment une portée plutôt magique, parfois juste un souci d'incarner les cartes ou d'être au plus près de leur énergie et tout ça. Et le fait qu'elle repartage ça, peut-être ça m'a aussi donné envie, moi, de travailler plus ces aspects-là. Donc j'ai vraiment consciencieusement, et consciencieusement parce qu'il y avait vraiment quelque chose de minutieux derrière, mais je voulais dire avec conscience, comment on dit en français. Je sais pas comment on dit dans notre langue non plus, mais je fatigue vite aujourd'hui. Il va falloir que j'aille plus vite pour la suite. Mais travailler avec les cartes là-dessus, c'est quand même à chaque fois quelque chose qui me permet de me connecter beaucoup plus. Voilà, il y a toutes ces choses, d'aller dans l'espace public avec lui, dans les parcs, dans les musées, d'être inspiré par les vêtements et d'incarner l'esprit des cartes, que ce soit par les couleurs ou les vêtements des personnages, ou voilà, par exemple ici, les fleurs aussi et tout, enfin bref. Quelque chose dans la queeritude de ce jeu qui est moins queer et non binaire que certains qui s'en réclament
plus, mais qui en même temps est là, parce que c'est ce qui traverse aussi le travail de cette créatrice, qui vraiment m'a prise par la main et je me sens vraiment vue par ce tarot, je me sens en connexion avec lui. Je suis vraiment très très fan du fait qu'il n'y a aucune carte qui a exactement la même couleur que l'autre. Je trouve ça vraiment extraordinaire et j'ai un plaisir fou à juste regarder les cartes et être en mode oh, elles sont belles. Et bah du coup la symbolique des couleurs et peut-être aussi si vous êtes des personnes qui travaillent très très fort, qui travaillaient très très fort avec les symboliques, les codes couleurs, c'est peut-être quelque chose qui peut être un peu perturbant, mais pour moi ce spectre de couleurs, de l'arc-en-ciel et tout, c'est comme une façon de communiquer pour lui, hein. Vous savez, l'arc-en-ciel, le symbole de la déesse Iris, de ce lien entre les cieux, parce que c'est la messagère de Zeus et de la terre et tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est touchant et je le trouve pas, il a ses symboliques propres et je le trouve pas toujours très très riche en symbolique du genre astro et tout ça comme d'autres. Et ben en même temps c'est bien parce que parfois ça me distrait, ça m'empêche d'être dans l'intuitif. Donc un revirement de situation par rapport à ce tarot avec lequel je pensais vraiment avoir un problème. Vraiment. Qu'il était magnifique, mais que ça n'allait pas vraiment, c'était pas parfait, c'était pas fluide. Et alors, c'est les majeurs, avec les titres en français, bon, pour le coup, pas du tout non-binaire, quoi, mais bon, qui sont plus inspirés, ces majeurs, du Marseille, mais pas que, hein, il y a des références au Wade Smith, mais c'est un peu hybride comme ça, alors que je n'aime pas du tout le travail du Marseille en général. Même regardez-moi cette as de bâton, est très très tarot de Marseille. Avec lui ça fonctionne. Mais en même temps, c'est juste qu'il y a plus de clins d'œil au tarot de Marseille que dans d'autres tarots qui sont inspirés du Rider-Waite-Smith, plus l'usage du français sur les cartes d'arcane majeure. Mais je ne dirais pas que c'est un fidèle. Bon, peut-être, voilà, sur le battleur, on voit plus les références. Je dirais pas que c'est un fidèle Marseille parce que ça dépend vraiment des cartes. Je cherche le fou, qui s'appelle le fou et pas le mât, vous voyez. Par contre, le battleur s'appelle battleur et pas magicien. Allez savoir pourquoi. Et alors, très classique et en même temps subtilement queer, trans, formidable. J'adore la carte des amoureuses. Je kiffe le diable. J'ai envie d'écrire des articles et des articles sur ce diable. Je l'ai un peu plus utilisé. Du coup, j'ai aussi ma version de poche du Next World Tarot qui est là. Je l'utilise moins fréquemment que les autres tarots que je vous ai montrés parce que en fait, c'est pas un tarot que j'utilise en tirage quotidien où je vais tirer maximum 3 cartes, plus souvent une seule. Mais c'est plutôt un tarot que j'utilise pour les grands tirages. Surtout ouais, par rapport à, par exemple, les cycles de la lune, les saisons astro, des trucs comme ça, ou même des questionnements personnels. Et donc j'aime bien l'avoir à proximité quand même, toujours. C'est pas celui que je sors le plus souvent, mais je préfère. J'ai rangé la grande version. Je me suis dit, bon, je peux me lever pour le chercher quand même juste à côté, hein, ça va, c'est pas la mort. Mais que sur ma desserte, j'avais juste besoin du petit. Je vous rappelle que c'est mon amoureuse qui fait mes petits pochons à tarot. Vous pouvez consulter sa page Instagram pour passer commande. Voilà, c'est la version italienne du Tarot Cards for Modern Goddesses. Est-ce qu'il y a une version française? Pas certaine, mais je vous mettrai les références en dessous. Encore une fois, vraiment très inspiré du Rider-Waite-Smith et en même temps avec un petit côté je sais pas, original, puis ce côté féministe, en non-mixité meuf, très cool aussi, que j'aime, en tout cas j'aime bien pour certains tirages. Très créatif, très inspirant, avec beaucoup de scènes d'extérieur et aussi beaucoup de scènes de nuit que j'aime beaucoup, avec des références aux saisons dans les différentes suites que j'apprécie aussi énormément. Et je n'accroche pas à tout dans ce tarot, j'en avais déjà parlé aussi, mais c'est pas celui que je vais sortir tous les jours. Je vais pas faire, quand je l'ai eu j'ai fait ça, mais pas une semaine où je vais tirer que lui. Alors qu'en ce moment avec le Rainbow Tarot, par exemple, c'est quasiment ça. Je peux utiliser sur la semaine que lui et le Hollow Valley pour mes tirages quotidiens. Mais celui-ci, j'aime bien l'avoir tout près. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai fait mon tirage du jour avec lui. J'ai ressorti aussi, je l'ai laissé sur ma desserte parce que je pense l'utiliser davantage,
le tarot, ça a été traduit par tarot du bien-être en français. Du coup, il s'appelle Antiques Anatomy Tarot en anglais, Antique Anatomy. Et c'est la version éphémère, donc la version auto-publiée avant qu'il vienne mass market et complètement pas cher. Bon, bref. Je l'ai utilisé pour le côté plutôt travail, relation, conseil avec les esprits récemment. Et du coup, j'ai décidé de le laisser tout près sur ma desserte, au cas où je creusais davantage avec lui, ce que je ne suis pas sûre. C'est pas un tarot que j'utilise beaucoup. Et vous voyez que il est mélangé avec Oracle of Oddities de la même créatrice. Donc c'est un truc un peu bizarre, ça fait partie de la mauvaise relation que j'ai avec ce tarot, c'est que ça a été sorti pour des éditions qui étaient à chaque fois censées être limitées par paquet à l'époque, hein, c'était genre il y a 6-7 ans, de 30 cartes, donc j'ai acheté 3 fois 30 cartes peut-être même 4, non 3 fois. Et c'était à chaque fois censé être limité parce que ça jouait sur le phénomène de rareté, genre achète ce truc avant qu'il soit trop tard, puis à chaque fois la créatrice ressortait quand même ces choses. Et je pense qu'elle fait la même chose en ce moment, en tout cas moi je le vois comme ça. Désolée, hein, comme je l'utilise parfois pour des choses, j'ai pris la flotte. Je pense juste qu'il était sur mon hôtel et que mon chat, qui est là, a renversé de l'eau dessus. Mais donc voilà, par moments je suis un peu fâchée avec ce genre de méthode marketing, de la rareté, tout ça. Je trouve ça totalement anti-éthique. Et puis en même temps, et donc du coup j'ai donné, bon, les cartes de chakra, je ne les utilise pas, normalement je les retire du jeu, mais voilà. J'ai donc, bon, pas rentrer dans le truc des chakras, j'ai donné une bonne partie de mes cartes, elles sont rares quand même malgré tout, et du coup ça me fait plaisir quand je fais des... Ah, le héron est en train de repasser, c'est la deuxième fois qu'il passe aujourd'hui. On les voit beaucoup en ce moment. Cœur de l'animal messager. Et psychopompe. Avec les iris et tout ça, vous notez un thème. Hein. Pour moi, le héron, dans ma conception, qui est d'ailleurs la carte de la tempérance dans le Wild Unknown Tarot, que vous l'avez vu passer peut-être tout à l'heure, je l'associe à Mercure et à Hermès. Et un peu à Thoth, que c'est ce qui ressemble le plus au ibis ici. Et donc pour moi c'est toujours quelque chose qui a de l'importance de le voir, même si c'est un animal qu'on voit beaucoup hein, ici, vraiment très très beaucoup. Et surtout ces cris dans la nuit au moment liminaux où le soleil vient de se coucher, que j'entends pas forcément à Bruxelles, mais à la campagne beaucoup. Enfin bon, bref, on m'a perdu. Voilà, bon bref, je me suis séparée d'une bonne partie des cartes de l'oracle, mais pour l'instant je les ai mélangées avec le tarot. C'est un oracle que j'aimais beaucoup au début de ma pratique, c'est un de mes tout premiers oracles, voire le premier, et à l'époque c'était vraiment ça qui me parlait le plus, donc là je vous montre le tarot, on va reprendre l'oracle ici. C'était ce qui me parlait le plus dans les oracles, cette association entre des images et des mots-clés. Voilà, comme je vous ai dit, hein, on est sur un truc un peu avec tête de mort et tout ça. Carré, Pluton, le Pluton en transit en carré avec mon Pluton natal, c'est... mon côté un peu goth, d'ailleurs visuellement peut-être aussi. Je me des araignées qui vont manger le petit. Non, le papillon va pas se prendre dans sa toile, voyons. Et des petites abeilles. Bref, je suis un peu dans ce mood là. Alors, Comeback, le jeu d'automne avec son petit pochon que je trouve très automne, et en même temps là je suis en train de découvrir des narcisses dessus, donc peut-être pas. C'est la palette de couleurs qui me fait penser à ça. C'est le Woodland Warden dans les oracles. Je pense, ah bah voilà, on a vraiment avec les éleveurs et la chauve-souris ici des symboles de saison. C'est une fleur qu'on voit beaucoup en cette fin d'hiver. Ici avec l'églantine, c'est vrai qu'on a encore pas mal, c'est les baies des roses sur les arbres en ce moment. La pensée, c'est aussi une fleur qu'on voit beaucoup, souvent, tout le temps, voilà, le chêne. Donc, c'est pas, bon, je fais le lien avec la saison pour dire symboliquement, c'est juste que d'un coup, ça a revibré. Je sais pas, c'est pas un...
oracle de tous les jours. C'est un oracle pour quand j'essaie de décider ce que je vais faire dans la journée au niveau des balades. Et c'est aussi un oracle assez agréable pour un petit tirage en 2 cartes avec oracle et tarot. Je vais vous montrer 2 petits trucs avant de poursuivre. De ouvrages, decks, qui ne sont pas des decks de cartomancie, mais que j'utilise comme tels. C'est le Flora, qui est un jeu flamand ou hollandais a vu naître la fin des années 50 ou le début des années 60, que Rose m'avait acheté pour 3 € à la place du jeu de balle, qui est vraiment assez cool. C'est une espèce de jeu des 7 familles. Enfin, il y en a plus que 7, mais voilà, il y a 40 cartes qui sont classées à chaque fois selon les différents types de fleurs. Par exemple, ici, c'est les fleurs des bois, Bosbloemen. C'est du vieux néerlandais. Lentebloemen, c'est les fleurs de printemps. Alpenbloemen, les plantes alpines. Herbstbloemen, l'automne. Heester. J'avais regardé sur Google Translate, mais je ne saurais pas dire maintenant. Enfin, c'est un rhododendron. Il y a les arbustes, par exemple. Peut-être c'est ça, parce qu'on a aussi la Rosa canina, la rose sauvage, églantine ici dans cette même collection-là, ça doit être ça. Uitheemse bloemen. Ah, il y a exotique. Désolée, mon néerlandais n'est pas si bon que ce qu'on pourrait croire. Tuinbloemen, plante de jardin, ici avec la rose. Anyway, je vous en ai déjà parlé, mais on a presque fait le tour des différentes choses. Et voilà, je sais pas, juste parce que c'est des plantes de nos régions, en tout cas de ma région, que j'aime quand même beaucoup le côté local dans ma pratique du tarot et de tout le reste. Et voilà, du coup, j'aime bien aussi le tirer en combinaison avec le tarot. Juste le sortir parce que dans les balades ça me permet de me connecter différemment aux plantes, d'avoir le petit oracle avec, c'est un petit support que j'aime bien en plus. Et Boombloemen, ah non c'est celle-là, celle des arbustes, alors je sais pas ce que ça voulait dire les autres choses. Veld, les fleurs des champs. Anyway. Très très cool, franchement, j'aime bien. Je pourrais même pas vous expliquer comment je lis, c'est quelque chose d'intuitif qui va être basé à la fois sur les associations quand je les connais, pas trop le langage des fleurs, parce que par exemple je vous parlais dans le Wooden, je vous parlais celui-ci du Woodland Wardens, et dans ce cas-là, donc les gardiens des bois, dans ce cas-là, la personne travaille plus sur le langage victorien des fleurs et toutes ces associations-là des fleurs, ce qui est assez intéressant, et aussi sur le folklore. Mais il y a certainement un peu de ça, mais c'est plus sur où ça pousse, ma relation avec des plantes, hein, parce que par exemple, je sais pas moi, voilà, l'iris, autrement dit la plante associée à la déesse messagère, mais aussi à la ville de Bruxelles, enfin l'iris jaune, en tout cas ça peut développer pas mal de choses pour moi. Rose trémière, comme c'est des plantes locales, ça a une symbolique pour moi, ça va directement me ramener à des événements, à du vécu, à des moments où j'ai récolté des semences, où j'en ai replanté, et des choses encore plus vieilles que j'ai dans mes souvenirs de ma relation avec cette carte. Alors il y en a peut-être d'autres qui me parlent un peu moins, comme ici on a la gentiane, les myosotis en néerlandais, du coup c'est comme en anglais les forget me nots, c'est vergeet mij nietjes, ne m'oubliez pas, donc déjà rien que ça c'est intéressant. Le dahlia aussi, j'ai toutes mes histoires personnelles qui me reviennent, ça me fait penser par exemple à quand mon grand-père essayait de faire pousser des dahlias devant chez lui, c'est sa petite passion du moment là, et puis voilà, relation compliquée avec mon patriarche de grand-père, pas du tout, voilà, pas du tout un bon souvenir en fait, et en même temps c'est revenu à la mode le dahlia. Du coup c'était très daté, pour moi c'était coincé dans les années 90, mais avec le fait qu'on le recultive davantage, j'apprends à le regarder d'une autre façon, on en voit davantage partout, il y a quelque chose dans la complexité des feuilles du dahlia, dans cette espèce de côté très fractal ou géométrique et tout, et donc voilà, du coup je dirais que j'utilise un peu comme ça, comme quelque chose qui intuitivement va me permettre d'affiner
la lecture avec le tarot. Alors que je dirais quand même qu'en général, le tarot affine la lecture de l'oracle. Mais peut-être pas avec cela, justement parce que c'est spécial. Ça, j'ai acheté au marché aux puces à Evert, devant le cimetière de Bruxelles. Il y a plusieurs marchés aux puces sur l'année, c'est toujours sympathique. J'ai toujours déniché des chouettes petits jeux de cartes. J'ai dû payer ça 50 cents, parce que c'était pas complet, alors j'ai négocié 50 cents. Mais comme il y a des cartes blanches, la carte qui manque, je l'ai peinte moi-même. Enfin, peinte, ouais, on va dire ça comme ça avec des brush pens. Voilà, alors du coup, je n'utilise pas les références de cartomancie traditionnelles, comme quand on utilise les cartes à jouer en cartomancie, même si c'est des cartes à jouer. J'utilise à la fois les plantes un peu de la même façon que ce que je viens de vous dire maintenant, et puis aussi j'utilise ça comme si c'était les suites, les arcanes mineures du tarot, les correspondances ici, enfin, genre le 3 de bâton. Donc le 3 de trèfle, pour moi, c'est le 3 de bâton. Et c'est le trèfle des prés. Ah, justement, trèfle et trèfle. Ce qui est une plante qui est connue pour, notamment, c'est qu'elle est délicieuse, elle est très sucrée déjà. Mais aussi, c'est connu pour ses vertus au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est aussi associé à la vigueur. Pour moi, je vais l'associer à quelque chose comme ça, quelque chose de très bélier, qui est le signe qui est associé au 3 de bâton. Et donc, à ce côté de faire des réserves, de se solidifier, de se consolider quand on est dans une grosse transition, une grosse planification dans ses projets et tout ça. Donc il y a des cas comme ça où c'est pas trop compliqué pour moi de faire des références avec le tarot. Donc je l'utilise comme ça, par exemple le 9 de cœur ou de coupe du coup, avec le chèvrefeuille des bois. Rien que visuellement, vous voyez, on peut penser aux 9 coupes derrière le personnage dans le 9 de coupe, ce côté très magique, très féerique, très enchanteur, très rêveur, très onirique, qui vient avec le 9 de coupe, qui est déjà quelque chose qui est ramené ici avec la magie totale, ne serait-ce que odorante du chèvrefeuille. Bon, il y a plein de plantes que je connais pas, ce qui est quand même l'occasion de découvrir des choses et c'est pas plus mal. On parlait tout à l'heure de l'iris jaune pour la ville de Bruxelles. C'est l'iris des marais et c'est le valet de cœur. Que du coup, dans un jeu de cartes traditionnel, comme il y a valet, roi, reine et roi, pour moi, le valet, c'est comme un mélange du page slash valet, de coupe dans ce cas-ci, et de la cavalière. Bizarrement, j'arrive à le faire sonner comme ça. Et du coup, bah, on associe parfois le fait d'être dans le message et dans le voyage et aux pages et aux cavalières, chevalier, chevaleresse. Donc voilà, il y a moyen de faire ce genre d'association. C'est peut-être un peu bancal et je pense qu'il ne faut pas être trop, pas trop intellectualisé de toute façon quand je tire avec ce genre de cartes qui ne sont pas conçues pour ça à la base. Mais bon, ouais, j'essaie juste de vous détailler ce qu'il y a moyen de faire alors que en vrai, si je le fais, c'est pas aussi construit. J'ai presque plus d'eau. Ce qui est le signe qu'on va bientôt devoir arrêter. Non mais ça tombe bien. Parce qu'en fait, faites-moi signe en bas si le sujet dont je vais parler maintenant vous intéresse. Parce que ça devrait normalement faire l'objet d'une vidéo à part, je pense. Ou peut-être dans le question-réponse, on m'a redemandé mon rapport aux oracles. J'ai décidé de réétudier certains de mes jeux d'oracles et de recomposer un peu le système pour les utiliser les uns avec les autres. Dans un truc un peu... voilà. Pour me réapproprier les systèmes et aussi moins dépendre, je pense, des livrets, ce qui est parfois en fait très très agréable dans la lecture des oracles. Et parfois, ça limite un peu le côté intuitif. Donc, je vous avais parlé dans ma vidéo de bilan de l'hiver du fait que j'ai modifié, parce que j'ai enlevé une partie du bord, le Wild Unknown Archetypes. Et que j'ai beaucoup diminué le nombre de cartes, enfin peut-être pas beaucoup, mais en fait de 78 à, je sais pas moi, peut-être 60 ou quoi, bah, ça le rend directement plus maniable. Donc ça c'est cool. On en a encore quelques-unes ici. Pour essayer de me réconcilier avec certains aspects de cet oracle, parce qu'il y a des aspects qui me chiffonnent un peu dans le travail de Kim Krans, si je ne vais pas revenir sur le truc, parce que bah, la preuve que malgré le fait que ça me chiffonne, j'y reviens quand même toujours. Donc voilà. Bon, à savoir plutôt l'appropriation culturelle, hein, comme ça vous le savez. Et j'ai racheté, j'avais ce
Pocket Animal, pas le Pocket, mais son Animal Spirit, je l'avais. Et puis j'étais quand même vraiment embêtée par ce côté d'appropriation culturelle. Et je l'utilisais pas assez. Et puis il est assez complexe. En fait, il est rangé par suite. Donc il peut être assez agréable à lire en combinaison avec le tarot. Donc vous voyez les éléments. Et puis on a une espèce de truc sur les terres et l'esprit. Pas avec le doigt du milieu. Mais depuis le début, qu'il est sorti en version de poche. Donc je l'avais en grand. Ça n'allait pas. Je l'ai donné à une amie. Cléo, si tu me regardes. Donc, il vient d'arriver il y a quelques jours. Le jour où on m'a extrait ma dent de sagesse, c'était mon réconfort. Parce que je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus... J'ai pas eu mal. Je m'attendais à avoir beaucoup plus mal. C'est juste que je vais avoir une cicatrisation lente à cause de mon collagène de sédiste. Mais en fait, la douleur, ça a été... J'étais vraiment cassée après. Mais j'ai vraiment l'impression de sentir physiquement que j'ai plus ce kyste-là qui m'emmerde depuis super longtemps, construit au fil des infections à répétition. C'est une libération, mais il est quand même arrivé ce jour-là. C'est mon petit réconfort. Ça me fait plaisir. Donc, on a le Wild and Non-Archetype, parce que du coup, il y a son système qui est propre parce qu'il est rangé entre archétypes, objets, lieux, bref. Et les autres cartes, donc j'ai gardé dans ces catégories-là et pas dans l'autre. À part Anima Mundi, parce que Hécate était associée à l'Anima Mundi dans certaines traditions gnostiques ou théurgiques, ou je sais plus, néoplatoniciennes. J'ai plus les neurones qui raccrochent ici. Mais celui-ci fonctionne au niveau élémental, ce qui est quand même assez intéressant. Dans le Dirk James, qui est donc un de mes oracles préférés, celui-ci, mais qui n'est pas si facile à utiliser en tirage au quotidien, parce qu'il invite assez fort à travailler avec la carte et la plante sur le long terme. On est aussi dans des rangements par association, par élément. Cette couleur-ci, avec cette espèce de petit sigil-ci, c'est la terre. Là, c'est l'air. Ici, c'est la terre. La terre, l'air. Le retour de l'iris, l'eau. Et du coup, il nous manque quoi? Le feu, je vais vous le trouver ici avec le houblon. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a moyen de travailler les suites par élément, comme dans le tarot, avec certains oracles et de les raccorder les uns avec les autres. On a aussi des oracles qui correspondent à fond à mon esthétique et qui vont super bien ensemble à côté de ça. Alors déjà, ce que j'ai fait avec le Dirk James, pour pas devoir systématiquement aller dans le bouquin, surtout quand je le transporte, ce qui va difficile être sans le bouquin, j'ai recopié à chaque fois le nom de la plante, les traductions éventuelles, que j'avais déjà notées au crayon là-dedans, mais bon voilà, et le titre que j'aurais aimé beaucoup avoir sur la carte, parce que ça aurait été beaucoup plus explicite, qui est à chaque fois associé à la plante. Ici, par exemple, la mécanique du Sweetheart. Je sais pas comment traduire. Non, mais c'est ça, c'est des choses qui sont parfois pas si évidentes à traduire. Alors que je comprends quand même l'anglais, mais c'est pas évident malgré tout. Donc j'ai à chaque fois remis les traductions, le truc en anglais est traduit, comme petit répertoire que je peux laisser dans mon petit pochon, fort utile. Et alors, j'ai le Living Altar, qui est un de mes oracles préférés, que j'aime de tout mon cœur. Donc on est dans tous des trucs que j'adore. Le Living Altar, le Dirk James, et aussi en partie le Outgrow Yourself. Peut-être statut un peu différent. Il y a des suites, il y a des associations par élément. Donc par exemple ici, et il y a des arcs aussi qui permettent de ranger les cartes. Donc les cartes sont rangées d'une certaine façon dans le système du Living Altar. J'en parle dans plusieurs vidéos, si j'ai le courage, je vous mettrai des liens, mais comme c'est un peu parsemé dans différentes vidéos, je vous garantis rien. Mais je vais re-ranger les grandes cartes du Dirk James selon mon propre système, en étant plus basé sur les éléments. Enfin, c'est un peu bizarre, franchement. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus. Et une fois que j'aurai testé ça, je le ferai. Il vaut mieux que je continue à tester et à composer avec ça. Et j'aimerais bien me faire une petite routine où je fais des tirages quotidiens que je partage sur mon blog et où ici... Oh merde, je commence à saigner, je crois. Et où sur Insta. J'ai pas encore grand chose là-dedans, mais le simple processus de se dire ok, je vais faire un petit carnet pour réussir à classer, en fait ça m'a déjà donné une meilleure vision. Et alors on a un tarot / oracle
qui est le Outgrow Yourself. Donc, autant de choses dont je vous ai déjà parlé, en particulier dans ma vidéo sur mes oracles préférés. Anyway, j'ai créé une espèce de système par rapport aux éléments pour essayer d'utiliser ces oracles en combinaison. C'est que le début, enfin, je travaille là-dessus depuis quelques semaines maintenant, et je vais tester. Et je vous dirai ce qu'il en est, probablement dans ma vidéo de bilan du printemps alors. Ouais. Est-ce que je viens de parler pour rien là? Ouais, certainement. On est allé au musée de la Fonderie, qui est le musée de l'histoire industrielle, économique et sociale de Bruxelles. C'était un musée que je redoutais d'aller depuis très longtemps parce que c'était une sortie obligatoire pendant mes études en histoire. Et à ce moment-là, j'avais vraiment des grosses phobies à l'idée de sortir et j'étais extrêmement stressée pendant quand même quelques années là. Et ils sont en partie calmés pour plein de raisons, mais notamment le fait d'avoir maintenant j'ai un smartphone, la capacité d'avoir beaucoup plus d'informations sur internet et tout ça qui permet de mieux se visualiser dans l'espace et qui m'a beaucoup aidé, mais aussi juste je suis moins angoissée qu'avant par rapport à ça. Bon, je suis une contrôle fric des trajets, mais bon, voilà. Et donc j'avais jamais pu me déplacer quand on avait ces visites organisées avec je pense que c'était la section d'histoire contemporaine quoi, à l'époque à l'UNIF. Et du coup, c'était un peu un truc où j'ai toujours eu envie d'y aller, quoi, parce que c'est trop intéressant comme sujet. Déjà, je m'intéresse tellement à l'histoire de ma ville, mais en plus, voilà. Bref, on y est enfin allé, c'était génial, c'était vraiment trop chouette. Très très belle découverte, très honnêtement. Bon, j'ai le Muséum Pass qui me permet de faire ce genre de musée gratuitement, ce qui est toujours chouette parce qu'en fait, physiquement, avec mon syndrome des lèvres dans l'os, c'est quasiment impossible pour moi de visiter un musée en entier, surtout qu'il y a souvent des problèmes d'accessibilité, ce qui n'était pas particulièrement le cas à la Fonderie, ceci dit. Et donc voilà, on y retournera certainement. Pour fêter l'équinoxe, juste le jour avant l'extraction de mes dents, parce que je pensais quand même être KO beaucoup plus longtemps, on est retourné au jardin botanique de Meize, ce qui est aussi quelque chose que je recommande fort. C'est un endroit qui est vraiment très agréable. On va pas mal passer du temps dans les cimetières aussi, ça fait trop du bien que ce soit le printemps et que tout refleurisse. Je vous dis juste le genre de choses qui m'attirent à Bruxelles, qui m'intéressent pour l'instant. Je pense à aller voir une exposition à Beaux-Arts prochainement, encore une fois, merci le Muséum Pass, parce que c'est sur un peu la peinture de mystique suédois, dont Ilmar af Klint. J'ai vraiment hâte de voir ses œuvres en vrai. J'espère faire ça bientôt. Mon ambition pour cette année, c'est de faire les 60 km par tronçon, voire par demi-tronçon, de la promenade verte qui fait tout le tour de Bruxelles. Bon, il y a plein de parties de cette promenade que je fais déjà dans mes promenades habituelles, mais là j'ai commencé à systématiser avec Rose le fait de faire certains tronçons. C'est compliqué pour moi parce que les voyages en transport en commun me fatiguent beaucoup. Et du coup, je vais rarement à l'ouest de Bruxelles parce que ça nécessite beaucoup de correspondances, le métro qui est souvent très fatigant par rapport à mon CED, l'inaccessibilité, des transports en commun pour les personnes grosses et tout ça. Donc on verra si c'est vraiment faisable cette année ou pas. Mais bon, voilà, j'ai repris pas mal la marche et ça me fait trop plaisir et trop du bien. Et en parlant de balade, je pense, on en a fait une hier, mais on n'a pas tout fait parce que bon voilà, on était distraite par certaines choses. Il y a sur le site de la coordination Seine, donc Seine S-E-N-N-E, c'est la rivière autour de laquelle s'est construite Bruxelles. Il y a aussi pas mal de balades au fil de l'eau et en ce moment on est dans la semaine de l'eau à Bruxelles en plus, donc il y a pas mal d'activités. Si vous êtes capable de faire des activités type guidée et tout ça, cool pour vous. Pour moi, complètement inaccessible avec mon set parce que je ne sais pas être en position statique, j'ai besoin de marcher à mon rythme et pas au rythme d'un gros groupe et des trucs comme ça, mais bon, bref. On a fait une partie de la balade alors qu'en général je suis plus dans les parties complètement, pas complètement, mais moins bétonnées de la ville. Et là on a fait une partie dans le centre qui était assez chouette. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination parce qu'on imagine l'ancien port et la Seine a été voûtée il y a tellement longtemps. Et aussi, on sent une partie de la promenade verte entre le cimetière de Bruxelles, donc un de mes cimetières préférés, à Evere, et le pont Van Praat, le long du canal. Il y a toute une partie près du pont Van Praat aussi de la Seine à ciel ouvert, au niveau de la station d'épuration, je pense, de ces eaux. J'étais super émue.
super émue. Je fais une photo avec la tempérance, encore une fois, il y a quelque chose avec cette carte comme ça. Pas forcément que je la tire beaucoup, mais elle est beaucoup dans mes pensées, et aussi par rapport à l'eau, dans une ville comme celle-ci. Le genre de promenade que je vous recommande, en fait, si vous cherchez les marais, les zones Natura 2000, mais aussi l'histoire sociale de la ville de Bruxelles, l'histoire écologique de la ville de Bruxelles, l'histoire de ses écosystèmes et des interactions aussi entre les humains et salut pigeon qui vient de se poser au-dessus de ma tête, et la nature et les animaux. Je sais pas, en mode je vous parle de ce qui m'intéresse en ce moment, de ce que j'envisage pour le printemps et tout. J'avais envie de vous parler de tout ça. Je sais pas si ça vous intéresse, peut-être pas trop pour les gens qui sont pas de Bruxelles, mais je sais qu'il y en a quand même parmi vous qui l'êtes, que je vous connaisse ou que je vous ai déjà croisé, ou juste que vous fassiez signe de temps en temps, je le sais. Mais voilà, ce sera peut-être l'objet d'autre chose, et peut-être à un moment de vlog sur le sujet, même si j'essaie d'éviter, parce que juste ça m'empêche de profiter de me balader, c'est pas trop le but non plus, quoi. Hein, voilà, c'est tout pour l'instant. C'est donc la fin de cette beaucoup trop longue vidéo, avec mes coups de cœur, mes pronostics, mes centres d'intérêt en ce début de printemps, et on va voir vers où ça nous mène. D'ici 2 heures, c'est officiellement la nouvelle lune. Alors je vais me faire un peu d'espace ici pour du journaling, nettoyer certains de mes espaces, sanctuaires, hôtels et tout ça. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en bélier. Cette vidéo sera probablement publiée un peu plus tard, mais voilà. Et à bientôt, les gros bisous.